Attention, voilà, vous avez vu, je suis un vrai cinéphile, j'ai un t-shirt The Shining, voilà. C'est stylé, hein. C'est stylé, voilà. Je mets un t-shirt de cinéphile pour parler de cinéma. Bon concept, j'aime bien. Je pense que ça n'a jamais été fait sur YouTube, donc il y a moyen de faire un truc intéressant. Je pense que vous êtes déjà nombreux à vous demander, mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? On pensait qu'il était mort, on pensait que c'était fini pour lui. Et ben non, je suis de retour, parce que j'ai craqué. Bonsoir messieurs, dames. Bien sûr, on reprend les mêmes habitudes. Je ne peux pas couper à cette tradition. Donc bienvenue dans ce bilan cinéma de l'année 2019. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va pas mal. Ces quelques mois de repos m'ont fait du bien, je dois le reconnaître. Alors calmez-vous. Calmez-vous déjà, je ne reviens pas sur YouTube de manière régulière. Je pense qu'en fait cette chaîne, je vais juste la garder pour faire mes bilans cinéma chaque année. Et peut-être mes vidéos de prédiction César-Oscar, parce que j'ai très envie de les faire aussi cette année. Parce que oui, je vais pas vous mentir, à la base j'avais prévu d'ouvrir une nouvelle chaîne consacrée au cinéma, mais deux choses, j'ai pas d'idée de nom, et surtout, quel est l'intérêt en fait, enfin quel est l'intérêt. Ce que je veux dire, c'est que je sais pas si je trouverai quelque chose d'intéressant à faire, d'original, disons. Je saurais pas comment me démarquer, parce que j'ai pas envie de faire que des espèces de critiques à chaud, de films populaires, machin, je vois pas, ça m'intéresse pas de faire ça, quoi, en fait. Plus j'y réfléchis, plus je me dis que ça vaut vraiment le coup. Donc, voilà. À la limite, je préfère encore faire juste ces petites vidéos chaque année, et sur cette chaîne, parce que j'ai quand même quelques abonnés, donc allez, c'est pas grave, même si je fais 10 vues, au moins je m'éclate. Une fois par an, ça va pas trop me fatiguer. Donc bon, allons-y pour ce bilan cinéma 2019. Juste avant de m'asseoir sur le canapé, en m'asseoir sur le canapé, boum! Une planche qui se pète, donc c'est nickel. J'ai bousillé mon canapé pour vous, c'est génial. Surtout mettez la cloche et abonnez-vous. En roue libre totale. Bilan cinéma de l'année 2019, qui va être un peu différent des années précédentes, pour la simple et bonne raison, déjà que je ne parlerai pas de tous les films que j'ai vus cette année, parce qu'il y en a beaucoup. 72 films que j'ai vus à l'heure actuelle, sortis en 2019 en France. C'est mon record absolu. L'année dernière, je crois que j'en étais à 56, un truc comme ça, donc bon... Alors c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est quand même largement mieux que l'année dernière. Et que les années précédentes, et 72 films c'est beaucoup, j'ai pas envie de faire une vidéo en plus de 2 heures. Donc je parlerai pas de tous les films que j'ai vus. La vidéo sera coupée, entre guillemets, en 4 parties. La première partie sera consacrée au flop. Flop 5, juste un flop 5, avec les 5 films que j'ai le moins aimé cette année. Ensuite, catégorie pour les bonnes surprises. Donc des films qui ont été en plus injustement boudés, je trouve. Donc voilà, il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai envie d'en parler quand même parce que c'est des films que j'ai bien aimés alors qu'ils n'ont pas été très bien reçus. Troisième partie, donc avec 2 sous-parties, donc ça sera le top 10, et juste avant, des outsiders, donc des films qui auraient pu être dans le top si un top 10 avait plus de 10 places, et en plus il y a beaucoup d'outsiders, j'en parlerai très rapidement, mais j'ai envie de tous les citer parce que il y a eu vraiment beaucoup de très bons films cette année, donc j'ai envie de tous les aborder, et évidemment, je terminerai par les attentes 2020. Très rapidement, encore une fois, voilà, je parlerai des films que j'attends le plus en 2020, à l'heure actuelle, hein, sur les films dont on sait qu'ils vont sortir cette année. Comme toujours, je mets les anti-sèches en bas, donc ne vous inquiétez pas si je regarde mon écran de temps en temps, parce qu'il faut quand même que je sois un peu au courant de ce que je dis. En plus, j'ai vraiment essayé de bien préparer mon truc, j'ai mis des petites annotations pour les réalisateurs, etc., pour vous rappeler... voilà ce qu'ils ont fait avant, etc. Voilà, j'ai essayé vraiment de bien bosser, tu vois, je reviens pas... la main dans le slip, en mode bon allez voilà, machin. Non, on va quand même essayer de faire un truc à peu près structuré. Donc vous êtes prêts, je suis prêt. Allons-y, donc on commence avec le flop 5 de l'année 2019. Alors ce ne sont pas 5 merdes absolues, ce sont des films que j'ai trouvé assez médiocres, on va pas se mentir. Et en fait c'est plus des déceptions, plus qu'autre chose, parce que les mauvais films qui semblent mauvais, je ne vais pas les voir tout simplement. Je ne suis pas maso à ce point-là. Donc c'est des films pour lesquels j'avais une attente, un petit peu quand même. Et alors bon, il y en a un seul, je vous le dirai, où j'ai été traîné de force, entre guillemets, pour le voir, donc je m'en foutais totalement. Les 4 autres, par contre, c'est des films que j'avais envie de voir, ou en tout cas qui me rendaient curieux, et qui s'avèrent être pas très bons, mais genre pas du tout. On commence avec le numéro 5, et on va passer un petit peu de temps dessus, parce que c'est un gros morceau, ce numéro 5. Mon chat qui fait du bruit. C'est Star Wars 9, The Rise of Skywalker, réalisé par J.J. Abrams. Le dernier volet de la trilogie Disney, et le dernier volet de la saga Skywalker même. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est... Oh là là, mon dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai défendu le 8, réalisé par Rian Johnson, je l'avais défendu, j'avais bien aimé Star Wars 8, vraiment. Je l'avais même trouvé plus intéressant que le 7, il était plus agréable à regarder, à revoir pardon, que le 7. J'adorais les idées que proposait Rian Johnson, c'était pas toujours très réussi, il y avait des fautes de goût énormes dans le film et des gros défauts scénaristiques, je dis pas le contraire, et objectivement c'est une évidence.
Mais j'avais trouvé le film intéressant, il y avait plein de bonnes idées qui étaient exploitées, etc. Et donc, certes, effectivement, à la fin du 8, c'était compliqué d'enchaîner derrière, mais un rétro-badalage à ce point-là, c'est chaud. Déjà, avoir réengagé J.J. Abrams pour le 9, c'est une connerie monumentale, parce que c'était évident, étant donné qu'il a réalisé le 7, qu'il allait se foutre de la gueule du 8, comme le 8 l'a fait avec le 7. Donc évidemment, toutes les pistes lancées par Rian Johnson, et bim, des bras d'honneur, en veux-tu, en voilà. Je spoilerai rien du tout ici, mais voilà, les révélations, c'est très décevant. Alors, ça c'est pas un spoil, tout le monde le sait, Palpatine qui revient, c'est juste non. Et vraiment, enfin, le pire en fait avec ce Star Wars 9, c'est vraiment, je n'ai rien ressenti. Honnêtement, je regardais le film, et rien. Pas d'émotion, pas d'étincelle, et vraiment rien. Et pourtant, c'est Star Wars, putain, surtout au cinéma, quoi. T'es censé avoir quand même quelque chose qui te prend. Là, que dalle. Je sais pas si c'est... je sais pas, déjà c'est rushé à mort, ça va beaucoup trop vite. C'est 2h20 où t'es constamment agressé de trucs, il y a trop d'informations, ça va trop vite. Parce que le scénario est quand même un petit peu en pilotage automatique. Déjà la première partie du film, c'est un enchaînement de MacGuffin insupportable. MacGuffin en gros, c'est les personnages qui doivent récupérer un objet, c'est le moteur du scénario. Et il n'y a que ça dans la première partie. C'est uniquement récupérer un objet pour récupérer l'objet suivant, etc. C'est chiant, putain, c'est tellement inintéressant ce genre de truc. Et vraiment... On essaie d'inclure des nouveaux personnages en 5 minutes, et du coup ça marche pas évidemment, parce qu'on en a rien à foutre, hein, on les connaît pas. Déjà que les personnages principaux sont à peine développés, alors si en plus ça chope des nouveaux personnages encore après, ça marche pas. La musique est inexistante et invisible, alors qu'on parle de John fucking Williams. Je sais pas si c'était le message son de mon cinéma, mais vraiment la musique, mais que dalle. En plus il y a aucun thème, il y a aucun nouveau thème, enfin j'ai pas fait gaffe, mais vraiment... c'est tellement... Ah, mais y a rien, quoi, y a rien en termes de musique, ce que je trouve dingue. Alors après, bon, quand même, c'est bien réalisé, ça vaut pas Rian Johnson, mais c'est quand même plutôt bien réalisé, il y a une bonne direction artistique, les effets spéciaux sont très bons, etc. Les personnages restent cool, les acteurs sont très bien, notamment Daisy Ridley et Adam Driver, qui sont décidément les deux meilleurs de toute cette saga. Et d'ailleurs, leur relation est toujours aussi intéressante, même si elle se finit un petit peu en mode de... Sans spoiler, leur relation reste ultra intéressante et ça avait déjà été pas mal avant dans le 8 et là ça marche toujours aussi bien, la relation entre les deux est toujours aussi intéressante et très ambiguë, parce que voilà, c'est certainement la plus grande force de cette trilogie, indéniablement. Mais voilà, au-delà de ça, non, c'est pas bon, ça pue le fanservice, vraiment la fin, mais c'est tellement... oh non, donc non. C'est le pire Star Wars selon moi. Ça me fait chier, hein, vraiment, ça me fait chier, j'avais envie d'aimer ce film, mais je peux pas. Je peux pas, il y a tellement rien, c'est tellement piloté en automatique, et tu sens tellement que ça a été rushé à fond. Star Wars 9 n'est pas un bon film selon moi, ça m'embête beaucoup. Donc oublions tout ça et essayons de repartir sur de nouvelles bases. Espérons que les prochains films Star Wars, donc si c'est toujours Rian Johnson, je me dis pourquoi pas, s'il arrive vraiment à s'affranchir totalement de la saga Skywalker, ça peut être intéressant, s'il arrive vraiment à raconter de nouvelles histoires. Moi je demande qu'à voir, voilà, mais arrêtez de me dire que la prélogie c'est nul après ça. Vraiment, arrêtez, parce que moi je vous croirais plus. Voilà, la prélogie reste géniale, encore plus avec ces nouveaux films. Donc voilà. Numéro 4, Hobbs & Shaw, réalisé par David Leitch, donc spin-off de la saga Fast and Furious, donc centré sur le personnage de Hobbs & Shaw, incarné respectivement par Dwayne Johnson et Jason Statham, qui sont deux acteurs que j'aime bien. Et là, voilà. Alors après, bon, Fast and Furious, je m'en fous un peu de la saga, j'ai dû voir que le 7, et encore, parce que c'était réalisé par James Wan, donc j'étais quand même curieux du résultat. Au final, le film était sympatoche, mais c'était quand même assez bourrin et un peu con. Et là, y a rien, mais c'est tellement cliché, vide, laid, poussif, extrêmement maladroit sur plein d'aspects. Ça commence à devenir très nuageux, ça me gave. Alors les personnages sont cool, les acteurs font le taf, mais... non, en plus, les effets visuels, c'est moche, c'est gris, la photographie, y a rien en termes de cinéma. Ça arrive à être chiant, en fait, c'est ça qui est fou, alors que... Parce que les scènes d'action sont osef, quoi. Et vraiment, pour rappel, donc David Leitch est le co-réalisateur de John Wick, le premier, et il a réalisé Deadpool 2. Bon, Deadpool 2, osef, mais John Wick, le premier John Wick, il l'a co-réalisé. Et quand tu vois les bastons dans ce film-là, dans Hobbs & Shaw, ça a des années-lumière de John Wick, et c'est là que je me dis que ce mec est un imposteur. Il a rien foutu sur John Wick. C'est pas pour rien qu'après, Charles Stahelski, qui avait co-réalisé le premier également avec lui, est tout seul sur les suivants, et que c'est aussi bien. C'est sur le premier, il a absolument rien foutu. Enfin, c'est pas lui qui gérait les chorégraphies, parce que les chorégraphies de ce Hobbs & Shaw sont nulles. C'est pas rien à regarder, donc ce mec est un imposteur. Et donc c'est le film que je n'avais pas envie de voir à la base, hein, donc c'est celui-là pour lequel j'ai été traîné.
j'en remercie pas les gars. Non mais sans rire, bon voilà, c'est juste totalement insignifiant. Numéro 3, Ellie, réalisé par Ciaran Foy, je pense qu'on prononce comme ça. Film original Netflix, production horrifique Netflix. Netflix dont on va beaucoup parler dans ce top, pas forcément qu'en mal. Quand même, je le tiens à le signaler. C'est d'ailleurs le seul film Netflix du flop, hein, je vous le dis tout de suite. Qui est pas bon du tout. Pourtant ça partait bien, le postulat de base est intéressant. Il y a des acteurs qui sont cool. On retrouve notamment la gamine, donc c'est Sadie Sink, qui joue Max dans Stranger Things. C'est cool de la voir dans un film. On retrouve également Kaylee Riley, qui est une actrice que j'aime beaucoup. Mais c'est tellement cliché, éculé. Ça part en couille sur la dernière demi-heure, c'est tellement en roue libre, en pilote automatique encore une fois aussi. C'est pas intéressant, il y a très peu de mise en scène intéressante, enfin c'est gris, c'est moche. Voilà, totalement inintéressant, c'est what the fuck en termes de scénario, les personnages sont mal écrits, mais très mal écrits. Mais ça partait bien, mais non, l'essai n'est pas transformé. Voilà, donc le Ciaran Foy avait réalisé Sinister 2, que je n'ai pas encore vu. Le premier Sinister, je l'ai vu, j'avais beaucoup aimé, donc j'ai un peu peur finalement pour ce Sinister 2, parce que si c'est du même acabit, non merci. Je verrai, mais voilà, en tout cas ce Ellie, c'est un grand non. Numéro 2, Godzilla 2, Roi des monstres, réalisé par Michael Dougherty. Alors si vous vous rappelez de mon bilan cinéma 2019, je l'attendais ce film. J'avais une certaine curiosité parce que j'avais bien aimé le premier Godzilla, donc qui avait été réalisé par Gareth Edwards. Sauf que bon, Gareth Edwards est un bon metteur en scène. Ce mec-là, il a fait des films d'horreur précédemment, il a co-scénarisé X-Men 2. Ma foi, pourquoi pas. Mais à part ça, enfin, il n'y a rien. Pareil, c'est, comme précédemment, c'est moche, les personnages sont stupides. La seule qualité du film, c'est que le design sonore est plutôt réussi. Il y a certaines scènes qui marchent bien avec le design sonore. Mais sinon, ouais, c'est moche, les scènes d'action sont molles. Il y a quelques plans qui sont sympas, mais sinon c'est dégueulasse. Il y a un espèce de brouillard constant, moche, immonde. Voilà, puis c'est totalement con aussi comme film. Voilà, inintéressant possible également. Juste chiant, voilà. Et le numéro 1, Cimetière, réalisé par Kevin Kolsch et Dennis Widmeyer, je sais pas comment on prononce, tant pis. Deux réalisateurs qui n'ont pas fait grand chose avant, en tout cas rien de marquant. Et donc là ils reviennent avec une adaptation de Stephen King, qui est tellement insignifiante encore une fois. C'est littéralement un film où il n'y a rien d'intéressant. Vraiment, tous les clichés possibles, c'est tellement propre pour un film d'horreur, alors que le bouquin est largement plus vénère, enfin il y a largement moyen de faire plus vénère, mais voilà, c'est la quintessence du PG-13, comme on dit, où ça va être assez propre, il va jamais y avoir de gore ou de politiquement incorrect, alors que putain, c'est un film qui s'est prêté, quand même. Alors, ok, les acteurs jouent bien, il y a 2-3 scènes qui fonctionnent, je ne dis pas, mais à part ça, enfin, pareil, il n'y a absolument rien d'intéressant. Et la promesse des... qui sont c'est d'ailleurs... les gamins sur l'affiche, là, l'affiche est cool d'ailleurs. Et donc t'as les gamins sur l'affiche avec leur masque d'animaux, ils sont stylés, tu vois. Ils apparaissent, je vous mens pas, ils apparaissent à la première minute du film pendant 30 secondes et après on les revoit pas du tout. Mais jamais. Voilà. Et le film balance plein de pistes comme ça, ultra intéressantes, et ne va jamais les exploiter. Et pour se finir sur une espèce de retournement final qui est tout pourri. Non. Voilà, c'est même pas des mauvais films, c'est juste médiocre et insignifiant. Voilà, c'est le résumé du flop, c'est insignifiant. Voilà. Mais bon, arrêtons de parler des mauvais films, parlons des bons films. Ah, enfin des bons films. Il y en a eu plein cette année, il y en a eu plein, ça fait très plaisir. On va commencer avec les bonnes surprises. Donc des films qui n'ont pas été très bien reçus, qui n'ont pas eu de très bonnes critiques, mais c'est des films que moi j'ai beaucoup aimé. C'est un peu gros, mais que j'ai bien aimé, vraiment bien aimé. Et que j'ai envie de défendre. Voilà. En premier lieu, et déjà je pense qu'on sera pas d'accord, X-Men Dark Phoenix, réalisé par Simon Kinberg, le dernier volet de la saga X-Men sous la houlette de la Fox, puisque Disney a racheté la Fox, foutu Disney. Et alors le film a plein de défauts, c'est évident, mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'a plu. Je saurais pas expliquer quoi exactement, mais je sais pas si c'est peut-être le sérieux qui domine le film, c'est-à-dire que on est loin d'une production du MCU, c'est-à-dire que vraiment c'est un film qui respecte ses enjeux du début à la fin, où il y a quasiment pas d'humour, voire pas du tout. En tout cas, s'il y en a, il est mieux amené, il ne désamorce pas un truc dramatique. C'est un film de super-héros sérieux, et mine de rien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un, avec le mastodonte Marvel, enfin du MCU. Donc voilà, j'ai apprécié ça, le casting est cool,
tout de même, hein, il y a quand même un sacré casting. Même si Jennifer Lawrence, par exemple, on a rien à foutre d'être là, c'est chaud, vraiment. Elle avait qu'une envie, c'était de se barrer. Ouais, je peux comprendre, mais bon, quand même. C'est pas très bien filmé. Simon Kinberg, c'est son premier film. Après, il s'en sort quand même pas si mal, notamment sur la dernière scène d'action, la scène du train, qui, je dois avouer, est vraiment très très cool. Autant les scènes d'action d'avant sont pas incroyables, surtout la première, elle est dégueulasse. Mais plus ça avance et plus ça s'améliore. Et vraiment, la scène d'action finale est vraiment stylée. Il y a quelques fulgurances de mise en scène qui sont très sympas. Et globalement, les effets spéciaux sont de bon niveau. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et même en termes d'histoire et tout, il y a plein de thématiques intéressantes qui sont abordées. Après, ça reste très maladroit. Les antagonistes sont totalement expédiés en mode, voilà, on est là pour faire les méchants, puis c'est tout. Tu fais ok si tu veux. Et pourtant, il y a Jessica Chastain en méchante, mais elle ne sert à rien. C'est un peu chaud quand même. J'ai quand même bien aimé le film. Vraiment, j'ai bien aimé le film. Je suis peut-être trop indulgent parce que j'en attendais pas grand chose, mais je l'ai préféré à Apocalypse, pour vous dire. C'est vrai que j'étais pas très serein au début, puis finalement, bah, après le film, j'étais en mode ouais, bah, c'était bien. C'était bien. C'était correct. Vraiment correct. Et malgré tout ce que le film a pris en termes de. Apparemment, la production était assez chaotique, etc. Donc, franchement, le film s'en sort bien. Et c'était une conclusion tout à fait honnête à toute cette saga. Et de toute façon, ils vont me manquer. Ces X-Men version Fox vont beaucoup me manquer. Parce que avec Marvel, ça sera pas du tout pareil. C'est évident. Avec le MCU, donc. Parce qu'en plus, ils vont le mettre dans le MCU. Une connerie monumentale, mais bon, admettons. Voilà. Ensuite, toujours dans le mode surprise, Jimmy Neeman, réalisé par Ang Lee, qui pareil s'est fait démonter. Alors que c'est un film vraiment très honnête, franchement. Alors après, je vous reconnais que c'est beaucoup aidé parce que donc le film a été beaucoup vendu d'ailleurs là-dessus, c'est que c'est un film qui a été tourné en 120 images par seconde, là où un film est habituellement tourné en 30 images par seconde. Donc c'était un film qui se voulait beaucoup plus fluide, et donc à découvrir en 3D, donc HFR, High Frame Rate, donc haute fréquence de images par seconde en gros. Et moi je l'ai vu en 60 fps, parce que les 120 fps étaient uniquement disponibles dans les plus grandes salles de Paris. Le 60 fps a été un peu mieux distribué en France, donc on a pu le voir avec des potes en 60 fps. Et franchement l'expérience est ultra intéressante. C'est effectivement donc très fluide, il y a certaines scènes d'action qui sont ultra immersives grâce à ça. Le rendu est vraiment bon. Bon, parfois ça fait un peu trop jeu vidéo, parfois un peu fake, mais honnêtement c'est vraiment très intéressant comme concept. Et voilà, c'est une tentative extrêmement honorable, parce qu'après effectivement le film en lui-même n'est pas incroyable, en termes de scénario c'est pas ouf, bien qu'il y ait certaines thématiques abordées qui sont intéressantes. Après voilà, ça joue bien, Will Smith s'en sort bien, il y a Elizabeth Winstead, ça se fait sur le plaisir de la voir dans un film, donc voilà. Le film était vraiment correct, vraiment cool, c'était bien filmé, Ang Lee, quand même pas Joe Clodo, donc il s'en sort très très bien en termes de mise en scène. C'était, ma foi, très correct. J'ai passé un bon moment devant ce film, et voilà, l'expérience a été vraiment très intéressante. Donc voilà, je comprends pas pourquoi le film se fait démonter, je pense que plein de gens l'ont vu en 30 fps, et effectivement 30 fps, je pense que le rendu est assez médiocre. Si vous le voyez dans les bonnes conditions, je pense que vous aimez le film, vous aimerez le film. Voilà, donc si jamais vous avez l'occasion de le mater, matez-le en HFR, si vous avez l'occasion. Et voilà, je pense que vous pouvez avoir une bonne expérience. Et de toute façon, bon voilà, ce sera le futur du cinéma, et ça semble plutôt prometteur. Toujours dans les bonnes surprises, je parlerai de Scary Stories, réalisé par André Ovredal. Pareil, qui est un film qui n'a pas été très bien reçu, et pourtant je l'ai trouvé vraiment intéressant. C'est un film d'horreur, mais soft. C'est voulu comme soft, justement, parce que je crois que c'est une adaptation de série de bouquins pour les jeunes adolescents, un peu comme Charlie de Poule, un peu dans la même idée, mais en beaucoup moins connu, en tout cas en France. Particulièrement honnête, et vraiment, vraiment cool, c'était un bon film, vraiment, c'était bien filmé, les personnages étaient intéressants. Bon, il y avait quand même quelques clichés, mais les scènes de frayeur étaient plutôt bien réussies, notamment grâce aux monstres, qui étaient vachement bien faits. Il y avait beaucoup de recherches graphiques dans l'apparence des monstres. Après, je pense que ça a beaucoup aidé parce que le film a été produit par Guillermo del Toro, qui s'y connaît bien en termes de monstres, toute sa filmographie basée là-dessus presque. Donc c'est vraiment bien foutu de ce côté-là. Et voilà, les personnages sont intéressants, le film se suit bien, voilà, donc c'est maladroit parfois, mais honnêtement, c'est même en termes de photos, enfin c'est vraiment, il y a vraiment de bonnes idées et c'est bien filmé. Voilà, André Ovredal qui avait réalisé The Gender Identity, dont j'avais parlé dans le cinéma 2017, qui pareil était plutôt un bon film. Et là, vraiment, Scary Stories est vraiment bon. Je vous le recommande, voilà, n'écoutez pas les mauvaises critiques, faites-vous votre avis. Il y a vraiment de bonnes choses dans ce film, il y a vraiment de bonnes choses, j'ai trouvé le film vraiment bon. Voilà, et en plus, j'étais tout seul dans la salle quand j'ai été le voir, et j'ai pris un pied monstre, du coup, parce que j'étais posé tranquillement, j'étais vraiment au milieu, j'étais le mieux placé pour prendre le film en pleine gueule, et j'ai pris le film en pleine gueule, et c'était vraiment cool. Maladroit, parfois, bien sûr, mais c'est vraiment très honnête, et j'ai passé un bon moment. Voilà. Dernière bonne surprise, on retourne avec Netflix, avec Wounds,
réalisé par Babak Anvari, qui est un réalisateur iranien, presque une claque. Je dis bien presque, parce qu'en vrai, plus je pense au film, et plus je le trouve assez envoûtant. C'est un film qui est extrêmement particulier, je le reconnais, et c'est un film qui s'est fait démonter. Mais c'est fou, il n'y a qu'à voir toutes les critiques qui se prennent dans la gueule, le film a des notes de merde partout, et ça m'attriste tellement, parce que le film est vraiment cool. Donc ça raconte l'histoire d'un barman, qui est joué par... Merde, comment il s'appelle déjà? Waouh, le mec qui joue dans Call Me By Your Name. Alors c'est pas Timothée Chalamet, l'autre. Comment il s'appelle? Armie Hammer, c'est ça, j'avais plus son nom. Armie Hammer, qui donc va trouver un soir un téléphone qui a été laissé par des jeunes, et il va trouver des choses bizarres sur ce téléphone, et depuis ce jour-là, bah, il va se passer des trucs paranormaux. Alors déjà, c'est un film qui fait un peu peur sur certaines scènes, c'est un film qui est très glauque, avec une espèce d'ambiance un petit peu anxiogène et oppressante, et c'est un film qui prend son temps. Voilà, donc tout le monde a trouvé ça chiant, mais justement non, le film prend son temps, c'est-à-dire qu'1h30 pourtant. Et voilà, le film prend son temps, déroule les événements petit à petit, augmente un petit peu la tension, jusqu'à une scène finale que je trouve grandiose. Le plan final est juste dingue et m'a scotché. Et franchement, c'est bien réalisé, il y a une bonne photo, ça joue bien. Il y a également Dakota Johnson qui joue la meuf du héros, qui joue très bien également. Il y a une espèce d'univers qui se crée aussi. La fameuse vidéo qu'on voit dans le film, là, où donc t'as une espèce de caméra qui avance dans un espèce d'égout. Dégueulasse sans fin, donc voilà, ça avance comme ça, et ça crée quelque chose de très... je saurais pas dire, mais j'ai vraiment trouvé le film vachement intéressant et vraiment bien foutu, donc voilà, je comprends pas pourquoi tout le monde déteste ce film, je l'ai trouvé vraiment bon, et vraiment intéressant, envoûtant, fascinant, et vraiment oppressant. Voilà, après c'est pas un film incroyable non plus, parce que les personnages sont pas tous intéressants, parfois le film se perd un peu dans des sous-intrigues pas très intéressantes, mais dans l'ensemble, c'est vraiment plus qu'honnête. Et vraiment, j'étais dedans du début à la fin. Voilà. Il y a certaines scènes qui m'ont vraiment cloué au fauteuil. Donc, moi, je dis respect. Et franchement, matez le film. Hein, il est sur Netflix. Matez-le. Donnez-lui sa chance parce qu'il est vraiment intéressant. Voilà. Et Babak Anvari, c'est son deuxième film. Ce Wounds, il avait réalisé avant Under the Shadow, qui était également sur Netflix, que j'ai pas encore vu, mais qui semble très intéressant. Donc, voilà. Babak Anvari, et je pense un cinéaste à suivre. Malheureusement, bon, je pense que le film, avec tout ce qui s'est pris dans la gueule, ça m'étonnerait qu'il y ait rien de sitôt dans le cinéma, et c'est dommage parce qu'il était vraiment intéressant son film. Voilà. On continue donc avec la troisième partie de la vidéo, donc qui sera consacrée au top 10 et avant ça les Outsiders. Et encore avant ça, juste très rapidement, je parle de 3 films que je n'ai pas vus, pas encore vus. 3 films qui ont eu de très bons retours, et qui aurait pu être dans mon top 10 si je les avais vus. Il y avait d'abord The Peanut Butter Falcon, réalisé par Tyler Nielsen et Michael Schwartz, film américain indépendant qui avait de très bonnes critiques, donc avec un film avec Shia LaBeouf et Dakota Johnson, encore. De très bons retours, le film avait l'air assez intéressant, donc pas encore vu. Il y avait L'œuvre sans auteur, réalisé par Florian Henkel von Donnersmarck, qui est un film allemand, qui est le fameux Work on Autor dont j'avais parlé dans mes prédictions Oscar 2019. C'était ce fameux film qui avait été nommé pour la meilleure photographie et le meilleur film étranger, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est ce film-là qui a eu de très bons retours, qui est un film qui a été coupé en 2 parties au cinéma, parce que le film fait 3 heures de base, mais il avait été coupé en 2 parties de 1h30 chacune. Donc voilà, pareil, j'aurais bien aimé le voir, mais j'ai pas encore eu l'occasion. Le troisième film, c'est évidemment The Irishman de Martin Scorsese, que je n'ai pas eu l'occasion de voir parce que 3h30, il fallait que je trouve le temps de le voir, parce que 3h30, parce que voilà, moi je suis pas du genre à regarder mon film en 4 fois. Quand je regarde le film, je vais jusqu'au bout en 1 fois. Ça m'emmerde parce que j'aurais vraiment aimé le voir, ce The Irishman, qui apparemment est excellent et j'en doute pas une seconde, donc voilà. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de le voir avant de faire ce top. Tant pis. Bien, passons donc aux Outsiders. Il y en a beaucoup. Je vais aller assez vite dessus, mais je vous en parle quand même parce que c'est vraiment de très bons films. Alors, l'ordre que je vais énumérer, c'est à peu près du moins bon au meilleur. Plus ou moins. Voilà, après c'est pas non plus totalement... Enfin honnêtement, sur certains films, l'écart de qualité est de ça, hein, donc vraiment... j'ai beaucoup moins réfléchi que pour le top 10 par exemple, à cet ordre-là. Mais voilà, j'ai à peu près pris cet ordre, c'est à peu près de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus aimé, mais de toute façon, tous ces Outsiders restent des films que je vous recommande à 100%. Donc, premier Outsider, c'est Au nom de la Terre, réalisé par Édouard Bergeon. Premier film français, dont on parle dans cette vidéo, il était temps, et d'ailleurs ce sera pas le dernier film français dont on parlera ici, qui était un film donc avec Guillaume Canet, que j'ai trouvé vraiment très bon, très touchant, très émouvant, bien réalisé, avec de très bons acteurs, donc Guillaume Canet est assez bluffant, je dois avouer. Voilà, donc c'est un film très touchant, qui a été fait avec beaucoup de cœur, ça se sent, parce que le réalisateur Édouard Bergeon s'est inspiré de sa vie, en fait, cette histoire, je vous spoil pas le film, mais ça a inspiré de sa vie, cette histoire.
cet agriculteur qui galère. C'est très bon, voilà, c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est un film qui est vraiment efficace et qui se suit bien avec de très bons acteurs et qui arrive vraiment à être émouvant et touchant, donc voilà. Et ça a été fait avec du cœur et ça se sent et ça rend le film vraiment attachant. Donc voilà. Un grand voyage vers la nuit, réalisé par Bigan, c'est un film chinois. Alors d'ailleurs le cinéma asiatique, hein, il y en a quelques-uns dont je vais parler ici. Il y a eu une vraie percée du cinéma asiatique cette année, mais c'est une très bonne chose parce que le cinéma asiatique défonce. Et la preuve avec ce film, alors qui honnêtement est un peu long, que j'ai trouvé un peu long et un peu lent sur certaines scènes, mais il y a la deuxième partie du long métrage qui est un énorme plan séquence d'1 heure. Je ne mens pas, 1 heure de plan séquence. Et c'est pas un faux plan séquence, hein, c'est un vrai plan séquence qui est juste totalement dingue et ébouriffant. Je sais pas comment ils ont fait ça, mais le plan séquence est juste dantesque. Et c'est même une claque technique parce qu'en plus c'est très bien réalisé, même dans la première partie du film où c'est pas en plan séquence, il y a quand même certains plans qui sont très longs et il y a plein de mouvements de caméra qui sont ultra intéressants. Ça joue bien, les acteurs sont vraiment très très bons. C'est un film qui est très sensoriel, qui vraiment on est embarqué dans cette histoire alors que l'action est très lente, disons. Mais il y a quelque chose d'assez hypnotique avec cette mise en scène qui rend le film vraiment très bon. Et voilà, et vraiment c'est juste pour ce plan séquence que je vous le recommande parce que il est juste dantesque ce plan séquence. Et si vous aimez les plans séquences, vous allez adorer ce film parce que vraiment c'est le meilleur plan séquence de l'année. À n'en point douter, donc bravo pour ce film. Qui même s'il manque un peu d'émotion, que les personnages ne sont pas toujours très attachants, dans l'ensemble il y a vraiment des scènes qui sont assez géniales. Et c'est un film qui, donc s'il est un peu long, reste quand même ultra fascinant et hypnotisant. Voilà. The Aeronauts, réalisé par Tom Harper, qui est une production originale Amazon et non Netflix cette fois-ci. Un film que j'ai voulu voir parce que il avait fait City Jones, hein, je vais pas vous mentir là-dessus. Qui d'ailleurs retrouvait son partenaire Eddie Redmayne. Ils étaient ensemble dans Une merveilleuse histoire du temps, on s'en rappelle bien sûr. Et donc là c'est un biopic, mais qui se la joue très film d'aventure. En fait c'est un vrai film d'aventure. Donc en fait on va pas apporter le côté chiant de l'histoire de ces aéronautes. Oui. Mais vraiment le côté aventure est assez épique. Il y a vraiment beaucoup de qualité dans ce film, il y a vraiment beaucoup de bonnes choses, notamment la mise en scène qui est vraiment de très bon niveau. Déjà il y a cette idée géniale qu'en fait donc quand ils sont au début du film, quand ils sont encore sur terre, pardon. Voilà, le film est en 2.40, 2.35, donc avec des bandes noires assez présentes. Et en fait, quand ils vont s'envoler, au fur et à mesure, et en plus je me l'étais même pas rendu compte, le cadre va s'élargir et après ça va proposer des plans d'ensemble assez impressionnants et ça va augmenter vraiment l'immersion parce qu'après il y a une scène qui est très nerveuse. C'est notamment une scène où ils sont dans un montgolfière, il y a vraiment une scène de tempête où donc, ils vont vraiment être mis à rude épreuve, les deux personnages, et il y a vraiment quelque chose de très intense qui se passe. Et c'est un film que j'aurais adoré découvrir au cinéma. Malheureusement, il n'a pas été distribué en salle. Il y a vraiment de très bonnes choses, il y a plein d'idées aussi de mise en scène, il y a plein d'idées de montage aussi qui sont assez intéressantes. Ça joue très bien, le duo Felicity Jones et Eddie Redmayne est excellent, comme toujours. Et non, c'est un film qui est vraiment passionnant et vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait, il y a vraiment des plans qui sont très impressionnants. J'ai été assez surpris par ça. Et voilà, c'est un très bon biopic qui n'est pas du tout chiant, au contraire, justement. C'est ça aussi que j'ai bien aimé. C'est que ça montre vraiment sur le côté aventure de l'histoire, donc c'est particulièrement pertinent et très intéressant à regarder, donc voilà, je vous recommande The Aeronauts. Le Mans 66, réalisé par James Mangold, qui est un très bon film, un très bon biopic, encore une fois. Bon là, même s'il est plus, comment je peux dire ça, conventionnel, je dirais, c'est un film qui remplit quand même son cahier des charges, mais ça reste très efficace, très bien réalisé, très bien fait, très bien joué surtout. Le duo Christian Bale et Matt Damon est excellent, et c'est un film qui est passionnant, 2h30, qui passe très très vite, ça c'est indéniable, mais ça reste un peu académique sur certains aspects, mais c'est très bon. Donc voilà, recommandation vive pour ce Mans 66. Marriage Story, réalisé par Noah Baumbach, je crois qu'on prononce comme ça, film qui a beaucoup fait parler de lui, production originale Netflix, une bonne production originale Netflix, même très bonne, ça fait plaisir. Avec un excellent Adam Driver et une excellente Scarlett Johansson, un duo excellent. D'ailleurs, les acteurs de ce film sont tous excellents. C'est largement sa plus grande force. Ce que j'ai un peu moins aimé, c'est la mise en scène qui est un petit peu trop académique. Je trouve que la mise en scène n'est pas particulièrement flamboyante et je trouve que certaines scènes auraient mérité une meilleure mise en scène. Mais au-delà de ça, c'est un film qui est très touchant, qui est un peu dur à regarder. Hein. Il y a vraiment des scènes qui sont très fortes en émotion. Mais vraiment, ça reste une très belle histoire et les acteurs subliment le film, donc voilà, vraiment, un très bon cru, ce Marriage Story, et je vous le recommande. À couteau tiré, réalisé par Rian Johnson, qui devait donc se rattraper après
l'échec de Star Wars 8. Et il s'est très bien rattrapé, ce con, parce que le film est vraiment très bon. C'est un film d'enquête à la Agatha Christie, très moderne finalement, c'est un mélange de old school et de modernité. C'est un film très classe et en même temps qui se joue un peu de ça, de façon très impertinente, et c'est assez jouissif à regarder. C'est un film aussi très ancré dans l'actualité, et malgré, encore une fois, peut-être un académiste un petit peu pompeux sur un certain moment, avec un peu trop de formalisme, notamment au niveau des révélations finales où il va tout montrer pour bien qu'on comprenne, hein, machin, en cas où on soit un peu trop con. Bon, ça c'est un peu dommage. Mais le film reste passionnant, extrêmement efficace et très bien réalisé quand même au-delà de ça, et même très bien écrit. Les personnages sont cool, même si certains sont un peu trop sous-exploités. Il y a vraiment des acteurs, alors déjà le casting est dingue, hein, de tête là, donc Daniel Craig, Ana de Armas, Toni Collette, Jamie Lee Curtis, Catherine Langford, Michael Shannon, Chris Evans. Le casting est juste dingue, et je trouve que la majorité du casting, enfin la moitié du casting est très très sous-exploité. C'est parce qu'il y a trop de personnages. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup trop de personnages. Et il est pas à cheval dessus, enfin il s'accorde pas sur tout le personnage. Il y a vraiment des personnages qui auraient mérité d'être un peu plus développés. Mais d'un autre côté, je suis extrêmement heureux que quelqu'un ait enfin donné un rôle à la hauteur du talent de Ana de Armas, qui vraiment est lumineuse dans ce film. Elle est juste géniale. Quelle actrice, je l'adore, vraiment, elle est géniale. Donc voilà, c'est un très bon film à couteau tiré. Donc bravo Ryan Johnson, t'as prouvé que tu savais faire du cinéma. Ça a fermé un peu les gueules des mecs qui avaient détesté Star Wars 8, donc c'est cool, bravo. Le Dain, réalisé par Quentin Dupieux, qui n'est toujours pas aussi bon que Réalité, mais qui est mieux que Au Poste, cela dit quand même. C'est du pur Quentin Dupieux, totalement absurde et délirant, même si le film va pas si loin que ça finalement, il reste un peu sage entre guillemets, mais le film reste drôle, très bien réalisé. Jean Dujardin est excellent, Adèle Haenel aussi, le duo qui forme tous les deux est juste génial. C'est un très bon film français, ça fait du bien. Voilà, c'est drôle, original, absurde, donc voilà, c'est vraiment un bon film. En plus c'est alors qu'1h15, donc ça se regarde comme ça, et c'est vraiment très bien. Once Upon a Time in Hollywood, réalisé par Quentin Tarantino, non, il ne sera pas dans mon top 10, mais c'est un film que j'ai vraiment aimé, même si c'est loin d'être mon Tarantino préféré, parce que avant de voir ce film, je n'avais vu aucun Tarantino, donc j'ai rattrapé tous les Tarantino, et j'aime tous ces films. Même Boulevard de la Mort, même Jackie Brown, je l'aime beaucoup. Voilà, j'adore Pulp Fiction, qui est mon Tarantino préféré, extrêmement surprenant. Mais j'aime beaucoup aussi Reservoir Dogs, j'aime beaucoup Django Unchained, enfin tous ces films, je les ai beaucoup aimés. Et celui-là, bah, ça fait partie de ceux que j'ai moins aimé de sa filmographie, assez curieusement. J'ai trouvé ça manquait en fait une histoire, tout simplement. Ça manque un peu de fond, je trouve. Mais au-delà de ça, c'est très bien filmé, formellement, c'est génial. C'est très bien joué aussi, les acteurs sont tous excellents, DiCaprio et Brad Pitt sont impériaux. Margot Robbie s'en sort très bien également. Très content aussi de voir Margaret Qualley dans ce film, qui paraît commence à avoir de la reconnaissance, et ça fait plaisir. Voilà, enfin c'est très bien, et vraiment les 2h40 passent quand même relativement vite, donc ce qui est assez cool, et il y a des scènes qui sont géniales, et c'est une vraie déclaration d'amour au cinéma, et c'est vraiment très touchant. Et cela dit, plus je pense au film et plus je l'aime, donc peut-être que d'ici là je dirais que le film est excellent, mais pour l'instant je le trouve juste très bon, ce qui est déjà quand même bien, c'est déjà un très bon compliment. Mais voilà, à l'heure actuelle, c'est quand même un Tarantino que j'aime le moins. Mais ça reste un très bon film, très bien réalisé et très bien fait, évidemment. Donc voilà. C'est presque une œuvre somme. Et il pourrait s'arrêter là sans problème, avec cette fin qui est surprenante, mais finalement, quand tu connais l'histoire et quand tu y as réfléchi un petit peu, c'est une fin très touchante finalement. Très bizarre quelque part, mais très touchante. Et assez triste finalement, et très mélancolique. Donc pour ça, bravo. Donc voilà, évidemment si vous ne l'avez toujours pas vu, bah, c'est une vive recommandation évidemment. John Wick 3, justement on parlait de John Wick tout à l'heure, réalisé par Chad Stahelski, qui est un énorme kiff. J'ai pris un pied monstrueux devant ce film. Il y a les scènes d'action sont toujours, enfin les scènes de baston sont toujours aussi bien filmées et chorégraphiées. C'est toujours un bonheur à regarder. Keanu Reeves pue totalement la classe, comme toujours. Juste que ce John Wick 3 a un dernier quart un peu poussif. C'est dommage, le film méritait d'être un peu plus court. Dans ce sens-là, John Wick 2 était mieux tenu sur la durée, mais ça reste un pied monstrueux, des scènes d'action qui sont juste géniales, et évidemment de grosses hype pour John Wick 4 que j'ai très hâte de voir. Bien sûr, qui sortira en 2021, c'est long, mais on attendra le temps qu'il faut, pas de problème. Outsider toujours, je parlerai de Ne coupez pas, que j'ai vu hier, à l'heure où je tourne cette vidéo, réalisé par Shinichiro Ueda, c'est un film japonais, dont on a pas mal parlé d'ailleurs. C'est un film qui a eu plutôt un bon bouche à oreille, et il faut quand même que le film est vraiment très bon. Alors c'est un délire total, c'est-à-dire que c'est un film où en fait en gros l'histoire de base c'est, donc on suit une équipe qui tourne un film de zombies,
Sauf qu'ils vont se faire attaquer par de vrais zombies. Voilà. J'en dis pas plus, parce qu'en plus, ça, ce n'est que la première demi-heure du film, parce qu'après, il y a une révélation, un twist, entre guillemets, au bout d'une demi-heure qui arrive, et qui relance totalement le film, et c'est finalement un vrai film sur le cinéma, sur le rapport aux images, et c'est un film qui te propose une triple mise en abîme, ce qui est quand même dingue. J'en dirai pas plus, mais voilà. Dites-vous juste que la première demi-heure, si vous la trouvez mauvaise, c'est normal. J'en dirai pas plus, mais le film révélera tout son potentiel après, mais la première demi-heure, faut s'accrocher un petit peu. Je reconnais que c'est pas agréable à tout le temps regarder, mais après, ça reste... après, la première demi-heure est un plan séquence bien fait, donc si ça vous permettra de tenir quand même si ce que vous allez voir en termes d'acting, en termes de scénario, c'est un peu pété, mais c'est le principe. J'en dis pas plus, mais voilà. C'est un film totalement délirant, mais c'est une vraie proposition de cinéma, et ça fait plaisir de voir ça. Une femme d'exception, réalisée par Mimi Leder, dont j'avais parlé dans mes attentes 2019, dans le meilleur cinéma 2018, qui est un film que j'ai étonnamment beaucoup aimé, vraiment, je m'attendais pas à l'aimer autant, et pourtant c'est un biopic, je suis pas fan de biopic, mais là vraiment ce film je l'ai trouvé vraiment passionnant, j'étais à fond dedans du début à la fin. Je saurais même pas dire pourquoi, mais j'ai trouvé le film passionnant. Felicity Jones encore une fois est lumineuse et brillante. J'ai adoré le film, je saurais pas dire pourquoi, mais voilà, à part que c'est trop académique, encore une fois, mais sinon, bah, c'est encore une fois très bien exécuté, très efficace, c'est passionnant, j'ai rien de plus à dire, j'ai beaucoup aimé Femme d'exception, et pourtant je m'attendais pas, mais ça a été une très bonne surprise, donc voilà, je vous le recommande également. Encore quelques outsiders, mais là c'est vraiment des films qui étaient dans le top 10 à une époque, pas si lointaine d'ailleurs. Donc là c'est vraiment des films qui sont excellents, là, à partir de maintenant. Je vais commencer avec Us, de Jordan Peele, deuxième film de Jordan Peele, après le très bon Get Out, et un film qui m'a encore plus emballé, ce Us, parce que Get Out, j'avais trouvé un écart un petit peu en dessous. Là, le climax de Us est juste dingue. C'est un film qui est tellement radical dans sa proposition, c'est un film qui va beaucoup plus loin que Get Out, qui propose bien plus de choses, et même si c'est objectivement moins réussi, vu qu'il a pris des risques avec ce Us, je l'apprécie plus. Ce Us, je l'ai plus aimé. C'est un film qui arrive vraiment à être drôle, tout en apportant énormément de scènes... très angoissante. Le casting est génial, Lupita Nyong'o est dantesque, et c'est très bien réalisé, bien sûr, encore une fois, la musique est géniale, il y a beaucoup de recherche dans la musique, c'est un film qui est brillant et juste fou en termes de scénario, il y a un twist dingue à la fin, et moi je me suis fait avoir. Beaucoup disaient « Oh, le twist il est tout pourri », non, moi je me suis fait avoir, mais comme un bleu, et j'ai trouvé ça juste génial, j'ai adoré Us, voilà, Jordan Peele est vraiment en train de concept dans le cinéma d'horreur, et en deux films, respect. Dragon 3, réalisé par Dean DeBlois, qui conclut donc sa trilogie avec un très beau troisième film. C'est pas le meilleur, mais vraiment, c'est encore une fois magnifique en termes d'animation, c'est très bien réalisé, les personnages sont cool, il y a des scènes qui sont épiques, c'est toujours très bien mis en musique par John Powell. Voilà, c'est une trilogie qui est vraiment très très solide, et extrêmement attachante, donc voilà, et une fin très émouvante. J'ai pas été loin des larmes, donc bravo, très bon film, et très bonne trilogie surtout. C'est vraiment une trilogie, je m'attendais pas à l'aimer autant, mais effectivement c'est vraiment très bien Dragon 3. Grâce à Dieu, réalisé par François Ozon, que j'ai beaucoup aimé, vraiment, je trouve que c'est un film vraiment très fort, extrêmement émouvant et touchant, avec un excellent casting. Et c'est un film important à l'époque actuelle, qui parle donc de l'affaire du père Prena, c'est ça, donc le prêtre qui a été accusé de pédophilie. Bon, d'ailleurs le film a été un peu suivi d'une polémique, parce que quand il est sorti le film, le procès n'était pas encore commencé, je crois. D'ailleurs je sais pas comment ça s'est terminé, d'ailleurs, ce procès. Mais voilà, ça reste un film vraiment fort et touchant. Un peu trop de formalisme à certains moments, ça reste un film qui est bien réalisé, avec une musique assez bonne, et vraiment c'est un film qui est très fort et extrêmement puissant et très bien fait, tout simplement. Encore un film français, Proxima, réalisé par Alice Winocourt, qui est un film que j'ai trouvé vraiment pareil, très touchant, avec une Eva Green lumineuse, vraiment c'est le mot, elle est juste formidable dans ce film. Je crois que c'est son meilleur rôle, n'en pas douter, c'est d'ailleurs son premier rôle principal en français. Ça fait plaisir de l'avoir parlé en français, parce qu'elle est française, Eva Green, faut pas oublier. Et vraiment, le film est très touchant, extrêmement impressionnant en termes de mise en scène, j'étais assez surpris de ça. C'est vraiment très bien réalisé, c'est passionnant, ça joue très bien, parce qu'il n'y a pas que Eva Green qui joue très bien, il y a aussi sa fille dans le film qui joue très bien, j'ai oublié son nom, mais cette jeune demoiselle est vraiment très impressionnante. Généralement, les gamins dans les films français jouent pas très bien, mais celle-là, elle joue vraiment très bien. Et il y a beaucoup de pudeur dans ce film, il y a beaucoup de... C'est un film très, très simple, très modeste, et justement, il y a beaucoup d'élégance qui se dégage de tout ça.
Et c'est un vrai film féministe, mais pas forcé, donc voilà, c'est un très bon film, très touchant et particulièrement fort, donc voilà. Très bon film pour le cinéma également. La triplette française avec Les Misérables, réalisé par Lajli, dont on a beaucoup parlé. C'est un film qui a bien marché, et tant mieux, parce que c'est un film, encore une fois, important. J'avais très peur, comme beaucoup de gens je pense, que le film soit à charge contre les policiers, mais finalement non, c'est un film qui ne fait qu'un constat, en fait, et Les Misérables, ce ne sont pas que les mecs de banlieue, c'est aussi les flics qui sont obligés de gérer des situations qui sont vraiment pas faciles, et voilà, c'est presque un docu-fiction qui est extrêmement puissant et fort, très bien réalisé en plus, il y a vraiment en plus du vrai cinéma dedans, c'est pas on se contente juste de filmer ce qui se passe, il y a une vraie mise en scène, et les acteurs sont excellents, les personnages sont pas forcément attachants, mais très forts en tout cas, interprétés avec beaucoup de justesse, et voilà, c'est un film fort, et avec un climax assez tétanisant et déchirant. Donc voilà, Les Misérables, c'est vraiment très bien. J'espère que ça décrochera plein de Césars parce que ça le mérite. 90s, réalisé par Jonah Hill. Oui, le même Jonah Hill que vous avez pu voir dans Jump Street, dans Supergrave, dans Maniac, la série Netflix, qui se révèle en tant que réalisateur. C'est son premier film et c'est vraiment très très bien. J'ai adoré 90s et vraiment, c'était vraiment génial. Ça joue très bien, les personnages sont attachants, le film est drôle, touchant, très bien réalisé, donc avec une chouette musique, on se croirait vraiment dans les années 90, et on a totalement envie de traîner avec ces mecs, avec ces bandes d'amis. C'est juste très bien fait, quoi. Il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de sincérité aussi qui se dégage du film. On sent que Jonah Hill est nostalgique de cette époque, donc très bon metteur en scène, qui l'eût cru. Excellent 90s, vraiment je vous le recommande à fond. Et enfin, dernier outsider, La Favorite, réalisé par Yorgos Lanthimos, qui pendant très longtemps a été dans mon top 10, mais s'est fait éjecter au dernier moment par le numéro 10, dont je vous parlerai dans quelques instants. Mais La Favorite est excellent, vraiment. Yorgos Lanthimos nous sert son meilleur film selon moi, parmi ceux que j'ai vus, parce que là il se révèle totalement, il se débarrasse un petit peu de toutes ces fioritures un petit peu autorisantes, et se permet d'être un film vraiment qui reste quand même dans son style, mais avec beaucoup plus d'ampleur, qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus intéressant. Et beaucoup mieux filmé, surtout la mise en scène du film est juste dingue, la photographie est dingue, les actrices, surtout les actrices sont dingues, le trio Olivia Colman, Emma Stone et Rachel Weisz est juste fou, et vraiment le film est passionnant, et pourtant c'est un film historique, je suis pas très film historique, mais il y a beaucoup aussi de second degré, justement le film se moque beaucoup de toute cette mode un peu bourgeoise, etc. Donc voilà, c'est vraiment très bien foutu. Et j'ai beaucoup aimé La Favorite et je vous le recommande à fond. On attaque enfin le top 10, il était temps. Le top 10, donc, qui a été pas facile du tout à faire, je vous cache pas. Et il est très varié, vraiment, ça fait plaisir. Là, je le regarde, il est vraiment très varié, ça fait plaisir. Hein. Il y a du film français, il y a plein de films français, il y a un film sud-coréen. Je pense que vous savez déjà de quel film il s'agit. Il y a du film d'animation, il y a du film d'auteur, il y a des blockbusters ou des faux blockbusters si on veut. C'est un top très varié et j'en suis vraiment très fier, et voilà. Même si la hiérarchie a pas toujours été très facile à faire, il y a eu plein de changements dans les moments sur la position dans le film, mais bon, voilà. À l'heure actuelle ça sera comme ça, peut-être que le lendemain ça sera totalement différent, mais voilà. À l'heure actuelle, mon top 10 est comme ça. Numéro 10, The Lighthouse, réalisé par Robert Eggers, qui, après nous avoir terrifié avec The Witch, nous revient donc avec une expérience visuelle assez folle. C'est-à-dire que c'est un film qui est en noir et blanc avec un cadre très étrange, je crois que c'est du 1/12, un truc comme ça, ce qui est extrêmement rare. C'est du 4/3, mais encore plus... Enfin, comment je peux dire ça? C'est vraiment un cadre où les personnages sont vraiment enfermés, et justement ça augmente le sentiment d'oppression. Parce que donc on suit deux personnages qui sont tout seuls sur une petite île déserte avec un phare, le fameux The Lighthouse. Et déjà c'est une claque visuelle énorme, parce que la photographie est sublime, parce que c'est très bien réalisé en plus. Et vraiment c'est un film qui est fascinant, envoûtant, hypnotisant, qui fait peur aussi. Il y a vraiment une scène de pure angoisse, notamment l'avant-dernière scène du film qui est juste tétanisante à souhait. Et ça, c'est vraiment une expérience assez folle, qui convoque plein de références. C'est très lynchien, avec aussi beaucoup d'ambiance Lovecraftienne, avec beaucoup d'inspiration de l'expressionnisme allemand. C'est un film qui est extrêmement impressionnant, et c'est soutenu par un casting, enfin un duo d'acteurs incroyable, Willem Dafoe et Robert Pattinson. Pattinson qui prouve de plus en plus que c'est un acteur de ouf. Il a très envie qu'on oublie Twilight, hein, vraiment, et ce qu'il enchaîne des rôles de ouf, et avec Batman, je pense qu'on aura totalement oublié sa performance dans Twilight. Il mérite mieux que Twilight, bien sûr. Donc voilà,
Très bon film, The Lighthouse, j'ai trouvé ça génial. Et en plus, je l'ai vu 2 fois parce que la première fois que j'ai été le voir donc au cinéma, j'ai eu un problème de sous-titres. Et du coup, bah, c'est un peu gâché le film quand même. C'est là qu'en plus, déjà que le film est pas très facile à comprendre, alors en plus, j'ai encore moins compris certains trucs. Et du coup, bon, j'avais aimé le film, mais c'était compliqué de le juger. Donc du coup, j'ai dû le revoir avec les sous-titres cette fois-ci. Donc cette fois, j'ai pas eu de problème. Et voilà, j'ai pris ma claque, mais j'aurais quand même préféré le découvrir en une fois. Mais bon, c'est quand même un film que j'aime beaucoup et que je vous recommande. Voilà, faut être prêt, hein. C'est un film qui est très particulier, qui a des scènes qui vont peut-être totalement vous laisser sur le carreau. C'est une proposition de cinéma assez radicale, mais si vous êtes dedans, vous allez juste adorer parce que c'est un film vraiment, vraiment très réussi. Et même s'il y a peut-être quelques petites longueurs dans la deuxième moitié, reste qu'il y a il y a une montée de tension très progressive qui se fait et vraiment on est pris dedans et toute l'atmosphère et l'ambiance et l'image, etc. rend le tout très anxiogène et assez envoûtant. Donc voilà, The Lighthouse numéro 10. Et j'attends avec grande impatience le prochain film de Robert Eggers, qui est déjà annoncé, qui s'appellera The Northman, qui sortira en 2021. On continue avec le numéro 9, Le Chant du Loup, réalisé par Antonin Bonnery, premier film français ce top. Un film de sous-marin français qui est vraiment très très bon. Qui l'eût cru? Bah pas moi je l'aurais pas cru du tout au début, et vraiment non, le film est vraiment excellent. C'est ultra immersif, c'est passionnant, c'est efficace, c'est très bien joué, les acteurs sont excellents, c'est juste fou quoi, c'est un excellent film, vraiment, j'ai pas grand chose à dire en fait, le casting est dingue, François Civil notamment, c'est un film qui se permet même d'apporter des petites touches d'humour, de façon très surprenante, mais ça marche bien, ça marche vraiment très bien, et voilà, c'est un vrai blockbuster français, ça fait du bien de voir ça, quoi. C'est un film dont on peut être fier, vraiment. Et pour un premier film, en plus, c'est ultra bien filmé, ultra immersif, le travail sur le son est juste dingue. Si ça n'a pas le César de meilleur son, je ne comprendrai pas. Et en plus, ça a bien marché, donc c'est une très bonne nouvelle, voilà. C'est ça qu'on veut. Numéro 8, J'ai perdu mon corps, réalisé par Jérémy Clapin. Alors là, pareil, grosse claque, film d'animation, français, juste fou, tellement bien animé, tellement bien réalisé, tellement touchant, tellement poétique, tellement fort, tellement attachant, tellement sensible, et tellement mystérieux aussi. C'est presque un film fantastique en fait, parce qu'il y a un personnage dans le film, c'est une main qui se déplace toute seule, voilà. Pourquoi pas, moi je dis pourquoi pas. C'est un film qui est passionnant, extrêmement fort, touchant, avec une sublime musique de Dan Roby, vraiment c'est la meilleure BO de l'année, pour moi, largement. J'ai trouvé la musique du film folle. J'ai un peu moins aimé les dernières minutes, c'est pour ça qu'il est que numéro 8. Pardon. C'est pour ça qu'il est que numéro 8. Parce que j'ai un peu moins aimé la fin, mais sinon, à part ça, c'est vraiment excellent. Numéro 7. Parasite, réalisé par Bong Joon-ho. C'est un petit peu l'immanquable du top 10. Je crois que j'ai pas vu encore un seul top 10 où le film n'est pas dedans. Parce qu'il faut reconnaître que c'est vraiment très très bien, Parasite, bien sûr, et ce succès inattendu est assez incroyable, quoi. Le film a fait quasiment 2 millions d'entrées en France, ce qui est juste dingue, pour un film sud-coréen qui en plus au début n'était pas du tout proposé en VF, donc c'est juste fou quoi. Et ouais, enfin c'est un film génial, c'est un film absolument génial, bien sûr. Il est que numéro 7 parce que je sais pas, j'avais envie de mettre peut-être des films que j'avais plus aimé en avant, j'en sais rien, mais ça reste vraiment très bien, j'ai pas grand chose à dire en fait, tout a déjà été dit sur Parasite, c'est vraiment excellent, c'est très bien réalisé, c'est très bien joué, le scénario est brillant, c'est drôle même à certains moments, enfin c'est un film qui est extrêmement divertissant également, tout en étant extrêmement intelligent dans sa conception et dans ce qu'il raconte, voilà, qu'est-ce que je vous dise, c'est très bien Parasite, bien sûr, c'est excellent même, c'est de la consécration pour Bong Joon-ho, j'espère vraiment qu'il continuera à faire d'autres films de cette acabit, parce qu'il est vraiment très très fort ce Bong Joon-ho. Et donc bravo pour ce Parasite, vraiment excellent. En numéro 6, Joker, réalisé par Todd Phillips, pareil, le film sera dans tous les top 10. Oui, c'était très bien, oui, c'était excellent, et je vais vous dire même, pour être tout à fait honnête avec vous, il était un peu plus haut dans mon classement, au début, mais bon, il y a quand même eu, je pense, un espèce d'engouement un petit peu trop soudain, et surtout trop, en fait, il y a eu trop d'engouement pour ce film, ce qui m'a fait un peu descendre dans mon estime, mais ça reste un film que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé assez couillu et extrêmement audacieux dans ce qu'il proposait. C'est un film assez radical, hein, mine de rien quand même, et évidemment Joaquin Phoenix tue le game, bien sûr, en 2 heures il te montre que c'est un acteur de dingue. La musique est géniale, c'est très bien réalisé, curieusement, alors qu'on parle de Todd Phillips, putain, le mec qui a réalisé les Very Bad Tricks, qui a fait Starsky et Hutch, et là il te fait un film qui est très bien réalisé, avec une photographie de dingue, avec un scénario assez intelligent et très bien écrit. Qui l'eût cru à ce Joker? Je me rappelle que je n'avais rien à foutre au début de l'année, ce film, et puis après le premier trailer est sorti, puis j'ai fait oh,
quand même. Et puis au final, grosse claque. Bon, après, c'est pas non plus un chef-d'œuvre absolu, parce qu'il y a quand même quelques imperfections, mais oui, c'est très bien. Bien sûr que c'est très bien. On passe au top 5. Donc là, on commence à rentrer dans les films que j'ai trouvé incroyables. J'ai commencé à manquer de mots, hein, je vous le dis. Numéro 5, Glass, réalisé par M. Night Shyamalan. C'était ma principale attente de 2019, au début de l'année, et j'ai pris un pied monstrueux devant ce film. Et pourtant, ce film a des défauts. Mais, putain, j'adore la démarche de Shyamalan, j'adore sa mise en scène, j'adore comme il écrit ses personnages, j'adore comme il traite le thème du super-héros. Sa trilogie et nos trilogies Incassable, Split et Glass est d'une telle cohérence et fluidité, ça paraît fou. Pourtant, comment ce mec a pu imaginer, quand il a fait Incassable, tout ça? Parce que vraiment, tout s'emboîte parfaitement. La mise en scène est juste dingue, la musique est dingue. J'adore la musique du film, qui est composée par West Dylan Fortson, qui avait déjà composé la musique de Split. Il a parfaitement réussi à mélanger la musique d'Incassable et la musique de Split. Les deux univers musicaux se rejoignent et se complètent, et c'est fait avec une telle fluidité, avec un tel talent. C'est un film que j'ai trouvé juste génial, j'ai pris mon pied. La première demi-heure est juste dingue, vraiment. La première demi-heure, c'est du pur plaisir. Après, le film, justement, déjoue nos attentes en partant sur un espèce de thriller psychologique. Et c'est fait avec tellement de talent et on s'ennuie à aucun moment. Et ça joue tellement bien, James McAvoy est juste impérial. Et c'est un tel bonheur de revoir le casting d'Incassable 20 ans après. Voilà, j'adore Shyamalan, putain, j'adore Shyamalan. Pourtant, j'aime pas tous ses films, j'aime tellement ce mec, il a l'air tellement gentil, c'est tellement un mec... qui méritait pas tout ce qui s'est pris dans la gueule, et vraiment le voir renaître comme ça, c'est juste un bonheur, quoi. J'ai tellement hâte de voir ses prochains films, parce que je suis fou du cinéma de Shyamalan. Vraiment, je trouve ce mec trop talentueux. Voilà. Bravo. Numéro 4, Toy Story 4, réalisé par Josh Cooley. Ben, je me suis encore fait avoir. Je me suis encore fait avoir par un Toy Story, et j'ai pleuré. Et pas qu'un peu. À la fin, là, j'étais... les larmes ont coulé, encore, et vraiment... je sais pas pourquoi ces films me font pleurer, mais ça me fait pleurer beaucoup. Et pourtant, objectivement, le film est pas incroyable, c'est-à-dire qu'en termes d'histoire, c'est pas le plus pertinent, c'est pas le plus inventif. Après, bon, voilà, l'animation est parfaite, les personnages sont toujours aussi cool, les personnages sont très cool d'ailleurs, la fourchette, un personnage improbable sur le papier et pourtant il est très touchant. Ils arrivent quand même encore à trouver certaines thématiques intéressantes. Et le film n'est pas le film de trop. Ils ont réussi encore une fois à nous avoir, quoi. Et vraiment, la fin est parfaite, quoi. La fin est parfaite. Enfin, la fin est parfaite. Non, mais la fin est très touchante. Elle est peut-être moins puissante que celle du 3, mais elle reste vraiment forte en émotion et vraiment, bah, je me suis encore fait avoir, quoi. Même au début du film, j'étais déjà pas bien parce que donc, le début du film, c'est un espèce de rétrospective de la saga. Avec la chanson Je suis ton ami, toujours chantée par Charles Élie Couture, sauf qu'ils ont réenregistré sa voix, donc 20 ans après, et donc on sent qu'il y a une différence sur la voix, on sent qu'il a une voix un peu plus fatiguée, machin, mais du coup c'est fait avec une telle sincérité, et rien que ça déjà ça m'a fait pleurer presque, parce que j'adore cette chanson, et en plus ça a réveillé plein de choses en moi, et c'est là que je me dis que le temps passe en fait. J'ai que 22 ans et c'est un film qui te rend nostalgique, c'est quand même dingue, quoi. C'est voilà, toute ma vie presque c'est Toy Story. Et même si mon préféré restera le 2, voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup et qui me fait pleurer, beaucoup. Voilà, c'est des films qui me touchent énormément. C'est très personnel, hein, je pense, hein, parce qu'il n'y a que ces films-là qui me font pleurer, donc, mais voilà. Juste bravo Pixar, vous m'avez encore eu, bravo, j'ai pleuré, donc rien que pour ça j'étais obligé de le mettre assez haut dans le classement quand même si objectivement le film c'est moins bon des 4 selon moi, ça reste très beau et c'est toujours un plaisir de voir un Toy Story au cinéma. En numéro 3, Midsommar, réalisé par Ari Aster. Seulement un an après nous avoir offert ça, cette claque énorme qui était Hérédité, il nous arrive donc Midsommar, vous voyez que j'ai acheté le Blu-ray avec la version Director's Cut dedans, que je n'ai pas encore vu, ça me fait chier parce qu'en plus il paraît que la version Director's Cut est encore meilleure, ce que je trouve dingue, parce que déjà que le film en version cinéma est juste fou. Et vraiment, quand le film a été annoncé, ça a été, juste après Glass, ma principale attente de l'année, parce que j'avais adoré Hérédité. Et vraiment, Midsommar est juste dingue. C'est juste dingue. La mise en scène est dingue. Les acteurs sont dingues. Florence Pugh, qui est la révélation de l'année, à n'en point douter. Tout le monde en a parlé. Effectivement, elle est juste géniale dans ce film. C'est un film tellement radical qui va tellement loin. C'est une expérience ultra oppressante et anxiogène. C'est un film qui tente tellement de choses, qui va tellement loin. Et c'est un film qui arrive à te faire peur en plein jour. Même si on peut reprocher peut-être quelques petites longueurs, mais justement, c'est pour augmenter ton sentiment d'oppression. C'est un vrai cauchemar éveillé. Et pourtant... tu kiffes en même temps quand tu regardes. C'est une expérience très particulière et assez marquante. Donc vraiment, voilà, si vous pensez être prêt,
matez Midsommar parce que c'est vraiment un grand film. Et vraiment, Ari Aster est en train de tuer le game, quoi. En 2 films, il nous fait 2 films incroyables. Et vraiment, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire après parce que ce mec est bourré de talent. Vraiment bourré de talent. Voilà. En numéro 2, L'heure de la sortie, réalisé par Sébastien Marnier. C'est mon petit film de genre français de l'année. Parce que depuis 2007, j'ai un film de genre français qui est souvent très bien placé. 2017, c'était Grave, numéro 1. 2018, c'était La nuit a dévoré le monde, numéro 2. Et donc là, numéro 2, L'heure de la sortie, de Sébastien Marnier, qui est un vrai film de genre, alors que ça part comme un espèce de petit thriller sympathique. C'est vite dit, mais voilà, un petit trailer psychologique, mais en fait non, c'est un véritable film de genre qui propose beaucoup de choses extrêmement intéressantes. C'est très bien réalisé, les acteurs sont très bons, Laurent Lafitte est assez bluffant. La musique est géniale, la musique de Zombie elle est géniale. Non, c'est un film fascinant, extrêmement immersif, particulièrement marquant, et vraiment c'est une claque énorme, quoi, parce que quand le film révèle sa vraie nature, c'est juste fou, quoi, parce qu'en plus c'est un film qui est extrêmement ancré dans l'actualité, c'est fait avec une telle intelligence, avec une telle pertinence aussi. C'est un film incroyable, qui va t'emmener loin, et si t'es sensible au délire, bah tu vas juste prendre un pied monstrueux, parce que c'est un film français qui ose beaucoup de choses, et ça fait du bien. Ça fait tellement du bien de voir ça, quoi. Vraiment, bravo. Et c'est un des rares films, d'ailleurs il est là, j'ai oublié de vous le montrer, j'ai acheté un DVD bien sûr. C'est un des rares films que j'ai revu, et même si le deuxième visionnage est forcément un peu moins impactant, ça reste un film qui est brillant et vraiment très bien fait, donc voilà. Numéro 2 pour L'heure de la sortie, et le numéro 1 est Portrait de la jeune fille en feu, réalisé par Céline Sciamma. Quelle claque, quelle claque. Là vraiment encore un film français en plus. J'ai rarement vu un film aussi beau, un film aussi pur, un film aussi tragique, un film aussi fort, aussi puissant. Vraiment, c'est un film qui m'a foutu, qui m'a mis à terre, quoi, vraiment, mais en salle, j'étais comme un dingue, vraiment. C'est un film qui te met dans un cocon pendant 1h45, et dans le dernier quart d'heure, il va te foutre des beignes dans la gueule comme ça, là, bam, bam. Et c'est tellement triste, bordel, la fin est tellement triste. C'est tellement bouleversant, vraiment, la scène finale, j'étais pas bien, j'avais vraiment des larmes qui montaient. Tellement la scène est incroyable, mais tout le film est incroyable. Parce qu'en plus, en fait, c'est tellement magnifique dans le fond et dans la forme. Dans le fond, parce que ça raconte des choses tellement pures et tellement belles. C'est, sur papier, uniquement une histoire d'amour de 2 femmes. Donc à l'époque où c'était pas très bien vu et pas très courant. Donc ça paraît pas grand chose comme ça, mais c'est tellement fait de façon intelligente, il y a tellement de pertinence, il y a tellement de force qui est lancée dans chaque regard, dans chaque dialogue qu'elle prononce, parce qu'en plus c'est très bien écrit. Chaque dialogue qui peut paraître un petit peu hors contexte, un peu théâtreux ou pompeux, non, parce que les actrices arrivent tellement bien à les dire ces répliques qu'à chaque fois c'est une punchline énorme qui est balancée. Et tout ça pendant 2 heures, en fait chaque dialogue est pertinent et justifié, et placé à la bonne seconde, au bon temps. Il y a quelque chose de très millimétré dans ce film qui est assez impressionnant. Et même en termes de mise en scène, quoi, chaque plan est magnifique, c'est que des tableaux constamment, la photographie est sublime, constamment c'est magnifique, les jeux de lumière, etc. c'est toujours magnifique. Et les actrices, bien sûr, comment ne pas en parler, Noémie Merlan et Adèle Haenel, qui sont toutes les deux lumineuses, flamboyantes, tout ce que vous voulez, elles sont juste incroyables toutes les deux. Et j'espère vraiment que c'est un film qui va décrocher un max de César, parce que toutes les catégories, là, il peut y prétendre, le film largement. Vraiment fou, j'y croyais pas d'aimer autant ce film, mais vraiment je suis ressorti totalement vidé, totalement émerveillé par ce que je venais de voir, parce que c'était d'une telle beauté tragique. C'est presque un paradoxe hein, de dire beauté tragique, mais c'est vraiment ça. Pendant 2 heures, c'est une pureté tragique. Voilà. Parce qu'en plus, en fait, dès le début, on sait de quoi il en est. C'est-à-dire qu'en fait, dès le début, on sait comment ça va se finir, et pourtant, à la fin, on se fait avoir. Tellement le film nous a embarqués dans ses émotions, et voilà. Constamment, c'est magnifique. Ce film est merveilleux. Voilà, j'ai pas d'autres mots, ce film est merveilleux. Et je vous le recommande à fond. Voilà. Et vraiment, Céline Sciamma me bluffe totalement avec ce film. J'avais vu, juste avant de le voir, son premier film qui était Naissance des pieuvres, qui était déjà d'ailleurs avec Adèle Haenel, qui était dans un de ses premiers rôles. Et déjà, c'était un film qui était très touchant, très beau, qui était pas aussi fort que Portrait de la jeune fille en feu, mais c'était déjà un film vraiment intéressant. Et en plus, il y avait une excellente BO de Parawan.
Donc vraiment le film était assez réussi, et c'était juste la fin que j'avais trouvé un petit peu décevante, mais sinon le film était vraiment réussi. Et là en plus la force du film, une partie de la jeune fille en fait, c'est qu'il n'y a même pas de musique en fait. Toutes les musiques sont intradigétiques, donc elles sont dans le film, et il n'y en a que 2. Sinon tout le film, c'est rythmé par la respiration des personnages, par leur dialogue, par les mouvements de leur corps, machin. C'est bizarre comme dit comme ça, mais non vraiment c'est juste merveilleux. Merveilleux, c'est un film magnifique. Et c'est un grand film, tout simplement. Voilà pour ce top 10 et le bilan cinéma 2019. Petit problème au tournage, la caméra s'est arrêtée de filmer toute seule, comme ça. Donc ça n'a pas pris du tout la fin de la vidéo. Donc je suis obligé de la refaire. Donc re-bienvenue, hein, c'est pour ça qu'il y a peut-être un changement de plan, un changement de vêtements. C'est normal, on n'est pas le même jour que précédemment. On va donc finir par les attentes 2020. Cela dit, c'est un mal pour un bien. Parce que entre le premier jour de tournage et aujourd'hui, il y a eu quelques news, il y a eu quelques changements de programme sur certains films. Donc au moins ça sera plus mis à jour que précédemment, donc finalement c'est pas si mal. On va commencer par le mois de février, hein, je pense que ça paraît plus pertinent. On commence avec le 5 février, où sortira La dernière vie de Simon, réalisé par Léo Carman, qui est un film au pitch assez intriguant. On suit le personnage de Simon, qui aurait apparemment le pouvoir de se transformer, enfin de changer son apparence en n'importe qui tant qu'il l'a déjà touché. Voilà, donc film fantastique, avec un pitch ultra intriguant. Et c'est un film qui passe au festival de Gérardmer, qui se déroule du 29 janvier au 2 février 2020. Je vous en parle parce que j'y vais cette année, ça y est. Ça fait 2 ans que j'ai envie d'aller à ce festival et cette année j'y vais. Alors je pense pas que j'irai voir ce film là à Gérardmer parce qu'il sort le 5 février. Je vous en parle quand même parce qu'il sera au festival de Gérardmer et je vais parler de quelques autres films qui seront à Gérardmer et qui sortiront dans l'année. Donc celui-là je n'irai pas le voir à Gérardmer je pense, pour aller voir d'autres films, mais j'irai le voir en salle, bien sûr. Le 19 février sortira le cas Richard Jewell, le nouveau film de Clint Eastwood. Parce que Clint Eastwood, j'ai pas grand chose à rajouter. C'est Clint Eastwood, donc c'est à voir, et le trailer est assez cool, donc je pense que le film peut être assez intéressant. On passe au mois de mars avec le 11 mars, où sortira Vivarium, réalisé par Lorcan Finnegan, qui sera projeté à Gérardmer, et celui-là par contre j'irai le voir à Gérardmer, avec Jesse Eisenberg et Imogen Potts. L'histoire c'est donc apparemment un couple qui va suivre un agent immobilier pour emménager quelque part évidemment, et qui vont tomber dans un espèce de lotissement étrange. Voilà. Apparemment c'est de la science-fiction, on n'en sait pas plus. Pitch intriguant encore une fois, donc on verra ce que ça donne. Le 18 mars sortira Jumbo, réalisé par Zoé Wittok, qui est un film français avec Noémie Merlan, qui sera projeté à Gérardmer également. Et donc apparemment c'est une personne, une femme, qui gère un parc d'attractions et qui va tomber amoureuse de la grande roue. Pareil, pitch intriguant. On verra ce que ça donne. Le 18 mars toujours sortira Sans un bruit 2, toujours réalisé par John Krasinski, parce que j'avais beaucoup aimé le premier film. Donc très hâte de voir cette suite, toujours avec Emily Blunt notamment. 18 mars toujours, Lucy in the Sky, réalisé par Noah Hawley, avec Nathalie Portman. En fait c'est un petit peu la suite de Proxima, quelque part, parce que ça raconte l'histoire d'une astronaute qui revient de voyage dans l'espace et qui va essayer de se réhabituer à la vie normale. C'est à peu près ça l'histoire, donc c'est la suite de Proxima presque, si on veut. Le 25 mars sortira The Room, réalisé par Christian Walkman. Rien à voir avec le The Room de Tommy Wiseau, hein. Apparemment c'est un film d'horreur, où, donc avec Olga Kurylenko notamment, donc c'est un couple qui va emménager, et apparemment il va se passer des événements étranges. Pareil, il sera projeté à Gérardmer également, donc j'irai le voir à Gérardmer. Le 1er avril sortira, je l'espère, Les Nouveaux Mutants, réalisé par Josh Boone. Je crois que ça fait 2 ans que j'en parle, mais ça y est, normalement, c'est officiel, ça sera le 1er avril. Il y a un trailer qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Alors, est-ce que le rachat de la Fox par Disney a totalement changé le ton du film? C'est-à-dire que normalement, ça va être un film d'horreur assez pur jus. Est-ce que du coup, ça sera un petit PG-13? On sait pas. C'est encore très flou ce que peut être le film. Je reste très curieux, le casting est cool. Et c'est un film X-Men qui est plus dans l'optique épouvante horreur, donc bon, espérons que ce soit bien, mais je reconnais que je suis pas ultra confiant, mais on verra. Le 8 avril sortira Mourir peut attendre, ou No Time to Die, réalisé par Kari-Yuki Fukunaga, le nouveau James Bond, le dernier James Bond avec Daniel Craig, cette fois-ci normalement c'est sûr. On retrouve également au casting Rami Malek, on retrouve toujours Léa Seydoux et Anna de Armas, c'est cool.
Elle commence à beaucoup tourner en ce moment et c'est une très bonne chose. Le 17 avril sortira Antlers, réalisé par Scott Cooper, le même qui avait réalisé Hostile en 2018, si je dis pas de bêtises, qui était un très bon western. Et donc là, il se met au film d'horreur, donc why not. Le 24 juin sortira Saint-Maud, réalisé par Rose Glass, qui sera projeté à Gérard Armé. Apparemment, donc c'est l'histoire d'une religieuse qui apparemment veut purifier une autre personne. Purifier, encore un espèce de thriller psychologique avec des religieux. Ça peut être intéressant. Le 24 juin toujours sortira Soul, réalisé par Pete Docter, le nouveau Pixar, par le mec qui avait fait Vice Versa. Donc si c'est dans la même optique, je valide à 100%, j'irai le voir. Le 15 juillet sortira Top Gun Maverick, la suite de Top Gun, réalisée par Joseph Kosinski. Alors j'ai pas vu le premier Top Gun, ça sera l'occasion de le regarder. Et honnêtement, le film m'intéresse parce que j'ai trouvé le trailer assez intéressant, il y avait des plans qui étaient plutôt stylés. Donc ma foi, pourquoi pas. Le 22 juillet sortira Tenet, le nouveau Christopher Nolan, parce que Christopher Nolan, parce que j'ai vraiment besoin d'en rajouter. Il revient un petit peu à ses premiers amours, entre guillemets, avec un film qui mélange un petit peu le Prestige et Inception. Donc, évidemment très intrigué. Le 29 juillet sortira Kaamelott, premier volet, parce que effectivement, le premier jour de tournage, le film est encore prévu pour 14 octobre, sauf que, vous le savez, hein, tous, normalement, le trailer est sorti et le film a été avancé au 29 juillet, ce qui est une excellente nouvelle parce que j'y reviendrai un peu plus tard, mais il y avait deux autres gros films français qui sortaient le 14 octobre, et donc du coup, qui sortent le 29 juillet, c'est une très bonne chose parce que du coup, il ne sera pas parasité par ces autres films en termes d'entrée, donc là, il a vraiment toutes les clés pour pouvoir marcher. Il faut absolument que ce film marche, parce que c'est Alexandre Astier, parce que c'est Kaamelott, et parce qu'il faut qu'il la fasse, sa putain de trilogie. Et le trailer est dingue, je suis pas objectif peut-être, mais le trailer est dingue, chaque plan est dingue, le casting a l'air totalement incroyable, il va y avoir tout le cinéma français dans ce film, c'est juste, voilà. Et Sting, improbable, mais pourquoi pas. Donc je suis évidemment excité comme une puce à l'idée de voir ce film, je pense que ça va être vraiment grandiose. Le 12 août sortira Peninsula, je sais pas si on prononce comme ça, réalisé par Yeon Sang-ho, qui est la suite de Dernier Train pour Busan, qui était un très bon film, donc assez curieux de voir cette suite. Le 14 août, alors bon, ça je pense que c'est la sortie en salle américaine, parce que c'est un vendredi. Vers ces eaux-là sortira Malignante, je pense qu'on prononce comme ça, le nouveau film de James Wan, qui revient au cinéma d'horreur, après le bof Fast and Furious 7 et le très bof Aquaman, donc il revient à ses premiers amours. Il était temps, en espérant qu'il arrive encore à nous surprendre. Le 14 octobre, donc, sortira Comment je suis devenu super-héros, réalisé par Douglas Attal, qui est ni plus ni moins que le premier film super-héros français, avec un minimum d'ambition et un casting dingue. Putain, le cinéma français se réveille, ça fait tellement du bien, bordel. Ah là là, je suis excité comme une puce aussi. Et enfin, le 23 décembre, sortira Dune, première partie apparemment, réalisé par Denis Villeneuve. Donc, parce que Denis Villeneuve, parce que Dune, qui est un univers assez fascinant, et j'ai évidemment très hâte de voir ce qu'il va nous proposer. Et donc ça sera apparemment un diptyque, hein, donc là c'est uniquement le premier volet qui sortira fin 2020. Le casting est dingue, et c'est Denis Villeneuve, donc on peut espérer un truc assez dingue en termes de photographie et de mise en scène. Donc assez impatient de voir tout ça. Voilà donc pour cette attente 2020. En conclusion, je confirme le fait que il n'y aura pas beaucoup de vidéos en 2020. Il y aura cette vidéo, il y aura les vidéos Oscar César, et pourquoi pas, peut-être que je ferai des vlogs pour Gérard Armé, en vous parlant de tous les films que j'aurais vus là-bas. C'est possible, je dis pas que c'est sûr, mais si jamais j'ai l'occasion, le temps et l'envie surtout, je ferai des vlogs directement depuis Gérard Armé, pour vous parler donc des films que j'ai pu voir, du coup un peu en avant-première, hein, c'est un peu l'idée aussi. Donc voilà, je pense que ça peut être sympa aussi de faire ça, on verra, rien n'est sûr, mais pourquoi pas. Voilà donc pour cette vidéo, merci d'avoir regardé, ça a été très long, encore une fois je suis désolé. J'espère quand même que ça vous aura plu et que vous avez été jusqu'au bout, merci pour ça si c'est le cas. On se donne donc rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos, hein. Donc en début d'année il y aura quelques vidéos et après on se retrouvera en 2021. Donc profitez, c'est un mini comeback, hein, je l'annonce encore une fois. Merci à tous, à la prochaine, je vous aime, salut!